Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nos invités aujourd'hui sont Adam Thiam du Républicain et de arawanexpress.com, Baba Dakono, juriste et chercheur, Célia Dalmeida du journal du Mali.com et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Premier thème avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Michel Tomi, avec la mise en garde à vue et la relaxe à Nanterre de l'ancien ministre malien de la Défense. Soumeilou Boubei Maïga a été entendu dans le cadre de l'enquête pour corruption visant l'homme d'affaires corse Michel Tomi. Ce dernier, on se rappelle, avait été mis en examen en juin, notamment pour corruption d'argent public étranger, faux et usage de faux. Baba Dakono, c'est un spectaculaire rebondissement. À Bamako, on croyait cette affaire peut-être presque aux oubliettes. Oui, vous l'avez dit, c'est un sacré rebondissement. Je crois que rebondissement qui n'est pas encore terminé. L'affaire va continuer, l'instruction est toujours en cours. Je pense que cette affaire remet également au goût du jour la question, en fait, parce qu'il faut penser cette affaire dans la mesure du financement de la campagne des candidats à l'élection présidentielle. Parce que ce dont il est question, comme on le dit en partie, c'est que le ministre de la Défense est entendu dans le cadre des relations que l'homme d'affaires corse aurait avec certains hommes publics africains, notamment le président de la République actuelle. Donc cette question touche au plus haut point, en fait, les Maliens aujourd'hui qui sont divisés sur la question entre ceux qui sont partagés sur une volonté de la France de déstabiliser les pouvoirs publics maliens ou une mascarade orchestrée par certaines personnes. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut remettre toute cette affaire dans le contexte, en fait, de financement des candidats à l'élection présidentielle. Célia Dalmeida, sur la question. Oui, merci Sekou. Je profite de ton plateau pour souhaiter très bonne fête à tous les téléspectateurs et tous mes voeux également pour tous les Maliens et toutes les Maliennes et pour notre beau pays. Cette question du rebondissement de l'affaire Tomi, comme vient de le dire M. Dakono, ce qui, moi, me laisse un peu perplexe, c'est le calendrier un peu bizarre de la résurgence de cette histoire. Je vais le dire parce que beaucoup en parlent. On en a entendu parler la première fois, juste après la sortie du président Ibeka, qui tapait du poing sur la table en ce qui concernait les négociations et sur la conduite, la position ferme du Mali. Ensuite, comme vous l'avez dit, on a pensé qu'on l'avait oublié et la voici de nouveau sur le tapis, juste après différentes manifestations appelant justement à ce que le Mali ait une position forte et se fasse entendre de manière concrète dans ces négociations à Alger. Beaucoup se posent la question, je me permets de me la poser aussi. Et il est vrai qu'il y a certainement un dossier derrière. Je pense que la justice française n'est pas une justice aux ordres, je l'espère, et qu'elle entend investiguer jusqu'au bout de cette affaire. Mais pourquoi ce calendrier précis dans la résurgence ? Est-ce qu'il faut se poser ou poser la même question? Non, moi je ne me pose pas cette question pour deux raisons essentielles. L'affaire Tomi n'est pas terminée. De toutes les manières, M. Tomi, Michel, est mis en examen. Il sera jugé probablement un jour. Donc je ne me pose pas cette question. Mais ce que je voudrais dire sur l'ancien ministre de la Défense, j'ai pu l'avoir au téléphone, il m'a dit deux choses. Il dit, un, aucune charge n'est retenue contre moi. Deux, je suis libre. Alors je lui pose la question suivante, est-ce que c'est par rapport à l'affaire Tomi? Il me dit en partie. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose peut-être et que M. Soumeilou Boubei Maïga sera amené à s'exprimer, à dire ce qu'il pense de cette affaire-là. Mais vous savez, en termes de justice, vous vous souvenez, il y a un ancien président français qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Il a été interpellé, il a été entendu plus de 10 heures. N'importe qui, dans n'importe quelle affaire, peut être interpellé demain. Je pense que, d'après les informations que j'ai, que l'affaire Tomi n'est pas terminée. La justice malienne souhaite entendre, la justice française souhaite entendre encore
des personnalités ou du moins des citoyens maliens, mais également des citoyens français. Et à mon avis, il est assez tôt de dire qu'il y a un lien, je me permets de le dire parce que c'est ce que je pense, qu'il y a un lien entre ces interpellations et la situation politique au Mali ou les rapports franco-français. Adam Thiam, franco-malien. Vous aviez dit que peut-être on pensait qu'à Bamako l'affaire était terminée, peut-être. Mais il faut savoir qu'après l'article du Monde, Tomi a été mis en examen et il ne peut même plus sortir de France. Donc c'est une affaire qui n'était pas terminée du tout en France. Alors, le rebondissement, peut-être la surprise, c'est que quelqu'un comme Soumaïlou Boubèye Maïga, ex-ministre de la Défense, dont le nom n'était pas cité dans cette affaire, ait été entendu. C'est peut-être ça la surprise. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle a été entendue. Contrairement aux anglo-saxons, les Français ne font pas de déclaration officielle du procureur disant exactement pourquoi quelqu'un est entendu. Ce que nous savons de cette affaire, c'est par les médias. Les médias lient cette affaire à l'affaire Tomi. Et c'est vrai, j'ai entendu tout à l'heure sur une radio étrangère dire que Soumaïlou Boubèye Maïga est sorti de garde à vue et que l'affaire est liée en partie à l'affaire Tomi. Enfin, sa garde à vue était liée en partie à l'affaire Tomi. Ça veut dire, Serge vient de le dire, qu'il y a une partie qui n'est pas liée à l'affaire Tomi, et ce serait bien de savoir laquelle. Oui, même par rapport à l'affaire Tomi, on peut penser que Soumaïlou Boubèye Maïga entendu, ça peut être un moyen de pression sur le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le principal concerné dans cette affaire-là. Et quand on se rappelle la façon dont il a quitté le gouvernement, pour beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux, on pense que c'est un moyen pour la France de charger le président Ibeka à travers Soumaïlou Boubèye Maïga Baba Dakonom. Oui, sur la question du timing, ce détail peut être très très important, mais je pense que les relations, il est clair que les relations entre Koulouba et l'Élysée ne sont plus comme elles l'étaient en septembre 2013, ça c'est clair, mais bon, jusque-là, aller dire que c'est une volonté affichée de la France de déstabiliser le président de la République. Vous savez, quand ces choses se passent telles que cette interpellation spectaculaire, vous l'avez dit, il y a toutes les théories qui sont lancées, les théories les plus folles. Je vous le disais tantôt, il y a même des théories qui circulent comme quoi que cette arrestation serait orchestrée par l'auteur lui-même. Donc en fait, toutes les théories aujourd'hui circulent sur cette opération, mais le timing en fait est très très important. À plus d'un égard. Je voudrais ajouter une chose, c'est que avant l'interpellation vous parlez du président de la République, est-ce que c'est une pression sur le président de la République? J'ai tenté de joindre l'avocat du président de la République dans cette affaire, maître Mamadou Konaté. Pour le moment, il est injoignable. Donc, c'est peut-être à lui qu'il faut poser cette question. Mais le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé là-dessus pour la première fois ce samedi. M. Diop a dit nous ne savons pas, ça c'est très important, c'est-à-dire samedi, peu avant la libération du ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense, le gouvernement malien ne savait toujours pas officiellement pourquoi il était interpellé. Donc il y a quand même effectivement eu rapidité, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, il y a eu la rapidité, la surprise, l'effet de surprise dans cette interpellation. On ne sait pas encore tout, il faut que Boubèye parle, il a promis parler. Et même quand il va finir de parler, probablement que d'autres personnes, que ce soit ici au Mali ou que ce soit en France, d'autres personnes, pour la manifestation de la vérité, seront entendues, à mon avis. Oui. Donc, ce n'est pas une affaire, à mon avis, terminée. On a vu également ce papier qui faisait allusion à une relative implication dans l'affaire de la surfacturation, la mission du FMI. Ça, on peut balayer d'un revers de main cette hypothèse, Adam Thiam. Le FMI, peut-être, n'a rien à voir avec cette garde à vue de l'ancien ministre de la Défense en France. Oui, non, je crois que ce n'est pas du tout lié à l'affaire du FMI. Moi, j'ai entendu, comme tout le monde ici, la thèse de Soumaïlou Boubèye Maïga, une espèce de cheval de Troie de la France pour abattre Ibeka, mais peut-être
que ce qu'on fait simplement, c'est le croire pour plus machiavélique qu'il n'est, ou lui prêter les pouvoirs qu'il n'a pas. Je pense que si, par exemple, dans le cadre, j'avais lu il n'y a pas longtemps que Tomi devait répondre aussi de l'affaire Gallicé, donc cette firme de sécurité, cette entreprise de sécurité qui a travaillé au Mali. Je pense que dans ce cadre-là, il est parfaitement admissible d'écouter l'ancien ministre de la Défense du Mali. Et pour parler de la coïncidence entre l'affaire Tomi et effectivement le raidissement du président du Mali par rapport au règlement bradé de la question du Nord, c'est vrai, il y a une coïncidence, mais je pense qu'il y a aussi vraiment de vrais motifs de judiciariser en France une affaire comme celle de Tomi, parce qu'on parle de blanchiment, on parle de corruption d'agents publics, et de toutes les manières, et ce n'est pas la première fois que Tomi a maille à partir avec la justice française. Il a été condamné déjà dans le cadre de l'affaire du RPR. Et ce qui ne veut pas du tout dire que la France n'a pas de raison politique de vouloir faire plier le président Keïta. Oui, Célia, faut-il rester cette question en suspense constamment, puisque c'est du président de la République du Mali dont il s'agit, la première institution. Est-ce qu'il ne faudra pas l'élucider une bonne fois pour toutes, pour l'image même du Mali? Est-ce une bonne chose que la question reste comme ça en suspense, l'affaire Michel Tomi? Mais j'imagine justement que c'est pour ne pas la laisser en suspens que les derniers développements sont survenus. J'espère que la justice... Est-ce que le déclic ne doit pas venir des autorités maliennes elles-mêmes? Tenez, nous, on va mettre une bonne fois pour toutes fin à cette histoire-là, ce feuilleton-là. Peut-être le déclic doit venir d'en haut, de Koulouba lui-même. Serge Daniel vient de le dire, l'avocat du président Ibeka est pour l'instant inaccessible. Peut-être est-il en train de réunir ses armes pour monter au créneau, nous l'espérons en tout cas, parce que comme vous le dites, effectivement, il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Et quand il y a des zones d'ombre, eh bien les gens partent dans leurs idées, dans leur humeur, etc. Donc il est vraiment effectivement important au moins que la position de Bamako soit sûre dans cette affaire, que l'on sache, coopérons-nous, ne coopérons-nous pas, nous sentons-nous diffamés ou non, etc. Qu'on sache concrètement quelle est notre position pour que justement on puisse apporter, si besoin est, un concours à la justice française pour que les choses aillent vite. Ok, Baba. C'est à ce stade absolument nécessaire, parce que ne perdons pas de vue que l'intégrité du président de la République a joué un très grand rôle dans son élection. Donc c'est très très nécessaire aujourd'hui la manifestation de la vérité, et pour d'abord le président de la République et pour le peuple malien. Je vais insister là-dessus, sur ce que vous venez de dire, c'est que c'est vraiment nécessaire que le gouvernement de la République, j'ai vu par exemple dans la presse récemment, la presse locale qui accuse des ministres de la République d'avoir détourné ou d'avoir reçu des pots de vin avec des chiffres, si vous voulez, Tangara. Mais vous n'avez pas ces ministres qui réagissent, Adam. C'est grave. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir ça dans un autre pays. Si moi je suis ministre de la République et que la presse m'accuse d'avoir détourné de l'argent, mais je porte plainte parce que je n'ai pas détourné de l'argent. Ça laisse penser, quand vous discutez avec les diplomates, ils vous expliquent, ils disent, mais écoutez, la presse a dit que tel ministre a détourné ça, pourquoi le ministre ne réagit pas? S'il ne réagit pas, c'est que c'est vrai. De la même manière, je pense que sur cette affaire-là, il ne faut pas laisser la parole seulement venir de l'extérieur du pays. Il y a un communiqué à faire, il y a peut-être une conférence de presse à faire. J'étais ce matin à une conférence de presse du ministre des Affaires étrangères, M. Diop, sur les accords d'Alger. C'est son devoir de parler des accords d'Alger. De la même manière, le ministre de la Justice ou le porte-parole du gouvernement, c'est son rôle de faire une déclaration sur cette affaire-là. Il y a quand même un ancien ministre qui est interpellé. Il y a le nom d'un pays qui est traîné dans une boue que le pays n'a pas forcément pétri. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Et ça me semble important d'avoir la parole du gouvernement et de ne pas laisser les réseaux sociaux seulement se charger de dire ce qui est la réalité, ce qui n'est pas la réalité, d'inventer, d'édulcorer, de penser. Et c'est ça le rôle d'un État, c'est de parler aussi aux populations. Adam Tchama, c'est sur la question de la prémisse, c'est-à-dire il faut savoir pourquoi l'ancien ministre de la Défense était gardé à vue. Et ce n'est pas la presse qui doit informer les gens de ça. C'est dans beaucoup de pays, c'est un communiqué du procureur qu'il fait.
Et tant que la raison n'est pas officielle, je pense que ça doit être extrêmement difficile pour un gouvernement de faire ce que Serge a dit. Mais je pense que si la raison est officielle, c'est nécessaire effectivement de réagir. Et je pense que sur ça et sur d'autres affaires, il est bon de pouvoir réagir parce que quand même les enchaînements sont très très mauvais pour le pays. Je pense que jamais en quelques temps, vraiment, nous n'avons été autant aussi tristement cité dans les médias internationaux. Okay. Deuxième thème de cette émission, est-ce que c'est l'attaque de trop contre la MINUSMA? En tout cas, 9 soldats nigériens ont trouvé la mort vendredi aux environs du village d'Endeliman sur l'axe Menaka en Songo. 2 hommes circulant en moto ont bombardé le convoi à la roquette, au RPG7 plus précisément, détruisant 2 véhicules et une citerne. Célia d'Almeida, 40 casques bleus, ça commence à être trop maintenant. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Et pas plus tard que la semaine dernière, les Tchadiens réagissaient. Et franchement, cette situation-là, en fait, on a l'impression que ça échappe même aux forces de l'ONU. Avant, on disait que c'était les Maliens qui n'arrivaient pas du tout à gérer la situation. Aujourd'hui, on a l'impression que la MINUSMA elle-même, elle est dépassée par les événements. Alors, sur le terrain, je n'y suis jamais allée, je ne peux pas parler de la situation sécuritaire, mais je pense qu'il y a vraiment un effort à faire en termes de coordination de tout ce qui se passe sur le terrain, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui fait défaut. Les différentes entités sur le terrain vont chacune de leur côté, et même au sein de la MINUSMA, si l'on en croit ce que les Tchadiens ont dit, il y a un problème. Donc je pense que, comme vous le dites, c'est vraiment les morts de trop, ça commence vraiment à faire beaucoup et il est vraiment important qu'ils réagissent. Baba, l'espoir reposait sur la MINUSMA, mais souvent on est désolé de constater que la MINUSMA ne se contente que de communiquer par rapport à ces attentats, par rapport à ces meurtres-là. C'est un peu désolant. C'est décevant en fait. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'espoir ne reposait pas intégralement sur la MINUSMA. Ce qui s'est passé... Ce qui se passe depuis quelques semaines au nord du Mali, qui entraîne la mort de plusieurs soldats de la MINUSMA, rappelle le débat qui a lieu pendant le vote de la résolution 2100 et les jours suivants. Le débat sur le mandat de la MINUSMA, en fait, l'opérationnalisation du mandat. Et il y a eu beaucoup de discussions. Et la solution trouvée était d'adopter le mandat parce qu'il y avait 2 tendances. Il y avait ceux qui voulaient un mandat type tel que la MINUSMA est aujourd'hui, et d'autres qui voulaient un mandat durci du type de ce qui s'est passé en RDC. Le débat a été roulé, la solution a été trouvée de garder le mandat de mission de stabilisation et d'appuyer la MINUSMA par la force française d'opération Serval. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut penser que l'opération Serval n'a pas été inscrite dans la durée et on n'a pas assez capitalisé tout ce qu'on a eu comme acquis avec la campagne militaire franco-africaine en janvier 2013. Aussi, la lutte antiterroriste, c'est fondamentalement et essentiellement le renseignement. Ça fonctionne sur le renseignement. Parce que les bruits sur cet attentat couraient des jours avant l'acte, en fait, que le Moujao allait agir, faire des attaques terroristes avant la fête de Tabaski. Donc, en fait, le système de renseignement apparaît aujourd'hui défaillant à ce niveau. Et pour terminer sur ce point, je voulais aussi rappeler que la MINUSMA aujourd'hui souffre de cet équipement et du défaut d'équipement, de coordination logistique avec la présence de plusieurs acteurs et l'inscription de l'opération Serval qui s'est transformée en Barkhane dans la durée et dans une approche pour permettre à chaque acteur de faire face véritablement à la menace terroriste en fait. Oui, Serge, après tout ce qui s'est passé, on pensait que la MINUSMA allait prendre ses responsabilités. Il faut revoir le mandat de la MINUSMA, mais il y a beaucoup de choses il y a une chose qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas. Vous savez comment ça fonctionne? Lorsque, par exemple, le contingent nigérien ou le contingent, disons, du Burkina Faso est sur le territoire malien, c'est le pays, c'est-à-dire le gouvernement burkinabé qui sort de l'argent pour nourrir ses troupes, pour les équiper. La plupart du temps, il y a un complément de la MINUSMA. Et à la fin du mois, le pays en question présente la facture à la MINUSMA. Je reste persuadé qu'il faut changer, à mon avis, le mandat de la MINUSMA. Il faut un mandat plus robuste. Le médicament des djihadistes, des islamistes, des trafiquants dans le nord du Mali, c'est l'aérien. Ceux qui ont l'aérien aujourd'hui, ce sont essentiellement les Français.
qui ne sont plus sur le territoire malien. Il y a une opération Barkhane qui a pris la suite de l'opération Serval. Et de mon point de vue, c'est que les islamistes sont revenus cette fois-ci dans les 3 régions du nord du Mali. À 80 km de Tombouctou, vous vous souvenez, il y a 2 ans, ils ont décapité quelqu'un. À 80 km de Tombouctou. Ce qui s'est passé récemment, il y a quelques jours, c'est à Gao, dans la région de Gao, et c'était entre Ansongo et Menaka, une zone quand même pratiquée par la MINUSMA. Et si vous allez au nord-est, dans la région de Kidal, qui fait 260 000 km, dont plus de 100 et quelques mille kilomètres de massifs rocheux montagneux, les islamistes sont revenus quand même aujourd'hui dans le massif des terres arabes. Donc, on assiste, permettez l'expression, à un échec, si vous voulez, des forces étrangères sur le terrain. Mais c'est aussi l'échec du Mali. Parce que si l'armée malienne avait la possibilité de contrôler cette zone-là, on ne serait pas là. Il y a, pour terminer, à revoir la politique sécuritaire du nord du Mali, parce que si on ne fait pas attention, demain on ne pourra plus avoir d'habitants à Gao, on ne pourra plus avoir d'habitants à Tombouctou, parce qu'à partir du moment où ils reviennent, maintenant ils commencent à dégager des stratégies pour se réinstaller sur le terrain. Oui, il y a un nouveau mode opératoire avec des attaques qu'on lance à partir de motos, Adam Cham. Oui, c'est-à-dire que cette méthode avait été signalée. Elle est particulièrement redoutable parce que les motos sont plus difficiles à identifier, elles sont plus faciles à acquérir. Et donc, ça emprunte effectivement au système Boko Haram qui est très bien rodé au Nigeria et qui pourrait l'être au Mali à cause de la porosité effectivement des frontières. Moi, je suis d'accord avec Célia pour dire que oui, ça commence à faire trop. Je suis d'accord avec Dakono pour dire que le renseignement est capital. Et je suis d'accord avec Serge pour dire qu'il faut l'équipement adéquat et que peut-être le mandat doit être revu. Mais même lorsqu'on aura eu tout cela, il ne faut pas croire qu'on aura une insécurité. En fait, zéro dégâts dans les troupes pour les troupes onusiennes. Si on prend par exemple l'Afghanistan où on a par exemple l'entité la mieux équipée au monde, l'OTAN, ils sont à plus de milliers de morts. C'est-à-dire on est en guerre asymétrique et c'est extrêmement difficile de conjurer le risque zéro. Mais ce qui est important pour moi dans le cas de Menaka, je ne sais pas si vous connaissez un peu la configuration, ce n'est pas Tégarkar, ce n'est pas un massif rocheux. C'est très très difficile de se cacher là. C'est sur une plaine presque avec un peu de buisson qu'il y a eu l'embuscade et l'embuscade est prêtée, même si c'est pas pour l'instant revendiqué, au Moujao. Ça veut donc dire qu'il y a un retour des djihadistes au nord qui nous amène à nous poser la question de l'utilité effectivement de la présence des troupes qui sont là-bas, qu'il s'agisse de troupes françaises, des troupes onusiennes ou des troupes maliennes au moment où ils étaient là. Je sais qu'eux ne sont plus là, mais le retour des djihadistes est la question principale à mon avis. C'est là, oui. Ensuite, Serge. Et je me demande aussi si c'est pas parce que aussi ces djihadistes-là ont quelque peu été sous-estimés aussi par les gens de la MINUSMA qui ont pensé que le fait que l'opération Serval et tout ça est nettoyé, c'était fini et qu'ils reviendraient juste pour garder les meubles, si vous permettez l'expression. Et malheureusement, ces gens-là ont compris qu'il y avait des faillances et surtout que, comme on dit, ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont prêts à tout. Eh bien, comme Adam vient de le dire, ils se permettent d'aller dans une plaine complètement à découvert pour aller faire une attaque en sachant qu'ils vont mourir si on leur tire dessus. Donc, je veux dire, il faut qu'on prenne la réelle mesure du danger. J'ai l'impression que ça n'a pas encore été fait. Tout le monde crie à la menace terroriste, etc. Mais on n'a pas encore compris ce qui nous pend à la sécurité. Moi, je voulais ajouter qu'il y a quand même il y a aussi la coïncidence. C'est-à-dire que vous avez ces attaques qui se déroulent au moment où des groupes sont en train de négocier à Alger. Même s'il y a une pause, ils vont reprendre le 15, d'après ce que disait tout à l'heure aujourd'hui le ministre Diop des Affaires étrangères, c'est que vous avez quand même une reprise des hostilités, ou du moins pour frapper les esprits des attentats, la guérilla, dans la guerre asymétrique dont parlait Adam tout à l'heure. Ça se déroule au moment où il y a des accords d'Alger. Un peu pour dire, vous avez beau négocier à Alger, vous êtes obligé de tenir compte de nous.
Vous êtes obligé de tenir compte de nous. Et ce qui se passe aujourd'hui est vraiment dangereux et plus grave parce que selon les autorités maliennes et nigériennes, vous avez des jeunes de la région qui vont combattre aujourd'hui, qui sont aujourd'hui comme de jeunes Français qui sont par exemple en Irak et en Syrie, qui seront tentés un jour de revenir grossir le rang de ces islamistes. C'est vraiment une poudrière que nous avons dans le nord du Mali. C'est vraiment un carreau de feu placé dans le ventre du Sahel. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que ce sont des bureaucrates qui gèrent ce problème-là et qu'on n'a pas les mesures qu'il faut pour régler ce problème-là. Papa, par rapport à la coïncidence avec les pourparlers d'Alger, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre les mouvements armés devant leurs responsabilités? C'est-à-dire que ces attaques, ces attentats, on ne peut pas dire que les groupes armés sont étrangers. Ils doivent être au courant. Est-ce qu'il ne faudrait pas quelqu'un, ça peut être la MINUSMA, ça peut être la communauté internationale, que les mouvements armés soient mis devant leurs responsabilités par rapport à la recrudescence justement de ces attaques-là? Non, je pense que les groupes armés, depuis avant les accords de Ouaga, il y a eu le distinguo entre groupes avec qui on peut négocier et les groupes avec qui il ne fallait pas négocier. On a attendu Ansardine de Yadagali en raison du fait qu'il est malien. Très longtemps, on l'a appelé aux négociations. Et l'attaque du 11 janvier 2013, en faisant cette attaque, il s'est désolidarisé de cet appel, et ce qui fait qu'Ansardine, comme tous les groupes armés aujourd'hui terroristes, sont considérés comme des organisations terroristes et doivent être combattus comme tels. Je vais juste revenir sur la question des forces de sécurité. Aujourd'hui, moi, je pense que Adam Cham le disait tout de suite. En fait, le fait que cet attentat soit attribué au Moujao et d'autres qui sont allés plus loin en disant que c'est avec la participation de certaines milices locales est une question de sécurité intérieure. Aujourd'hui, l'un des grands problèmes au nord du Mali en matière de sécurité, c'est la question de la sécurité intérieure. Parce que depuis longtemps, le mandat de la MINUSMA est à peu près clair sur ce qu'elle doit faire. On sait ce que Serval faisait, on sait ce que Barkhane faisait. Et dans aucune de ces missions, on a l'aspect sécurité intérieure. Or, sécurité intérieure, ça relève souverainement et exclusivement de l'État du Mali. Aujourd'hui, l'État doit être capable d'assurer cette question de sécurité intérieure. Okay, Adam Cham, oui. C'est-à-dire que nous soyons en train de négocier à Alger et qu'il y ait des attaques, c'est effectivement un peu troublant, mais justement c'est parce que, Dakono l'a dit, que des groupes djihadistes considérés comme tels sont exclus des négociations. Et donc, en principe, si nous sommes sincères, si la communauté internationale est aussi honnête avec les résolutions, les groupes armés avec lesquels nous sommes en train de négocier à Alger ne sont pas partie prenante, par exemple, de l'attaque de Ménaka. Or, la réalité est un peu différente. C'est que par le système des vases communicants, il nous est arrivé de voir que des gens qui étaient en Sardine sont à Ceuta, etc. Et qu'il y a des gens du Moujao qui sont au MAA. Et je crois franchement que peut-être que ce qu'il faut voir, c'est la résolution. Je ne sais pas s'il existe un pays au monde qui ne finit pas par négocier avec ces extrémistes, ces djihadistes. Il faut voir les griefs qui sont derrière la formation du Moujao. Il faut voir comment, par exemple, des groupes comme en Sardine peuvent être amenés à verser dans le djihadisme. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est effectivement simplement tarir à la source les raisons pour lesquelles des communautés, qu'elles soient Songhai, Peul, Touareg, peuvent verser dans le djihadisme. Célia, on a vu le contingent tchadien, maintenant c'est le contingent nigérien. Est-ce que la recrudescence de ces attaques peut entamer la détermination de ces forces de la MINUSMA à rester sur le sol malien? Bon, j'espère que non. Déjà, les Tchadiens, ils ont changé de discours. La semaine dernière, ils voulaient partir. Cette semaine, ils disent, si on est attaqué, on riposte. Donc, quelque part, finalement, ça va être une question d'honneur, peut-être pour les contingents, surtout les contingents africains, qui étaient là pendant l'opération de libération et de reconquête du Nord, qui vont se dire, si on part, ça va être comme si on lâchait le Mali. Je pense que c'est cette démarche-là qui est là aujourd'hui. Mais je crains que justement, à l'image du contingent tchadien, que les autres aussi se disent, mais on ne va pas se laisser massacrer comme ça,
surtout que personne ne vient à notre rescousse, personne ne vient pour nous appuyer, eh bien, quand on va être attaqué, on va riposter. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, le mandat de la MINUSMA ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, il va falloir peut-être redéfinir et vraiment retravailler la façon dont la MINUSMA travaille aujourd'hui pour que ces troupes-là ne se retrouvent pas toutes seules, abandonnées sur le terrain et qu'elles puissent avoir tout l'appui dont elles ont besoin, tant en termes de renseignement que d'appui logistique pour pouvoir faire face à cette menace qui, encore une fois, je suis un peu... divisé sur cette question de pourquoi est-ce que ces gens vont au niveau des mouvements djihadistes et discuter avec eux. Ces gens sont là pour des intérêts qui ne sont pas des intérêts religieux, parce que le djihad, c'est une guerre religieuse. Aujourd'hui, on met ce nom djihad, mais en fait, c'est des gens qui sont là parce qu'ils veulent continuer à faire leur trafic de drogue, ils veulent continuer à faire leur trafic d'armes, etc., etc. Donc, il faut... Je ne sais pas comment on va réussir à négocier avec des gens qui ont des intérêts qui ne peuvent pas cadrer avec la souveraineté d'un État, avec avec les droits et les règles qui régissent un État. Okay. La réponse très courte, c'est que dans les autres mouvements, vous avez les mêmes catégories. Les narcotrafiquants, les trafiquants de... Mais Adam Diam, le rôle quand même... on négocie avec eux. Le rôle quand même de la communauté internationale au nord du Mali, c'est d'avoir pensé qu'il y a des djihadistes fréquentables et des djihadistes non fréquentables. C'est ça. Parce que il y a une expression que tu utilises que j'aime bien, tu parles de cache-sexe. Moi, je me dis plutôt le faux nez. C'est-à-dire vous avez des islamiques qui sont des djihadistes dits fréquentables, qui sont en fait le faux nez des véritables djihadistes. Et nous avons perdu du temps sur le terrain dans le nord du Mali. L'erreur, la difficulté aujourd'hui quand on discute avec les diplomates onusiens, c'est de dire oui, nous voulons attaquer, nous sommes prêts à attaquer les islamistes, mais le problème c'est que dans ce même nord-là, nous avons des groupes armés qui ne sont pas islamistes. Alors donc c'est un peu délicat. Okay. On parlait à l'instant du contingent nigérien, la transition est trouvée. Pour parler de cette rentrée parlementaire au Niger sans Amadou, cette session budgétaire a été convoquée par le premier vice-président de l'Assemblée. Les députés de l'opposition ont tout simplement boycotté. Faisons le point avec notre correspondant à Niamey, Bouakar Sarki. L'ouverture de cette deuxième session ordinaire était fortement attendue par toute la classe politique nigérienne. Sa particularité vient du fait qu'elle se déroule en l'absence de son président impliqué dans une affaire de droit commun dite de supposition d'enfants et en fuite en Europe. On a ouvert les travaux, le premier vice-président a convoqué l'ouverture de la session pour le premier, en l'absence du président de l'Assemblée nationale qui a fui, qui a dit qu'il a fui, et c'est pour ça que nous avons répondu, et nous savons qu'il est tout à fait normal qu'on réponde à cette convocation-là parce qu'elle est légale. Est-ce que moi, c'est moi qui ai fait absenter Hamas? Je ne l'ai pas fait absenter. Il a choisi d'être absent. Et moi, je souhaite être présent. Je pense que c'est clair. C'est de la personne de choisir ce qu'elle veut. La volonté, ça lui revient. Notre session, en tout cas dès cet instant, nous allons mettre la main à la pâte avec la conférence des présidents et statuer sur notre calendrier, notre ordre du jour que nous allons adopter tout à l'heure à la plénière. Et maintenant, les commissions vont entamer les travaux de la session budgétaire parce que le budget, c'est un outil essentiel pour le gouvernement et il faut que nous le faisions dans les délais. Une ouverture qui s'est faite en l'absence des députés de l'opposition. Raison invoquée, la convocation de cette session est plutôt prévue pour le 7 octobre prochain. Ils ont informé l'opinion nationale que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a convoqué pour le 1er octobre la présente session. Ce qui est faux, bien entendu. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué effectivement la session, mais pour le 7 octobre. Et pour nous donc, conformément aux dispositions de l'article 91, dont je vous donne la teneur, le président de l'Assemblée est le seul habilité à convoquer une session. Ils ont notamment prêté des intentions malveillantes au président de l'Assemblée en disant que la convocation du 7 viserait simplement à faire de la diversion, c'est un terme qu'ils aiment bien, je constate au passage, à faire donc de la diversion et amener l'Assemblée dans une situation de blocage afin que le budget ne soit pas voté in fine. Ouvertes sous fond de tension, les députés de la majorité et de l'opposition s'accusent mutuellement de violation du règlement intérieur et de la Constitution. Baba Dakono, on est là dans un problème, une question de droit.
Absolument, absolument. Mais je pense que depuis le début de cette affaire du président Amma, il y a toute une littérature juridique, une littérature constitutionnelle qui est en train de se développer au Niger. Et nous avons là 2 convocations de session. La majorité, on va dire, vient de tenir sa session ordinaire. Je pense que légalement, c'est la session consacrée, puisque au terme de la constitution nigérienne, cette session budgétaire est convoquée dans la première semaine du mois d'octobre, et le bureau peut tout à fait convoquer cette session au besoin. Le président Amma a convoqué la session pour le 7, jour qui sort normalement du délai constitutionnel prévu pour la convocation de cette session ordinaire, mais qui rentre dans le cadre le plus long en fait de la crispation de l'atmosphère politique au Niger, qui est là depuis mai, depuis la mise en place du bureau, où il y a eu un grand marathon juridique aller-retour entre la Cour constitutionnelle et le Parlement pour la mise en place du bureau de la législature. Vous l'avez dit, c'est un véritable aujourd'hui débat politique et juridique qui est en train, à mon sens, d'enrichir en fait le débat, la littérature constitutionnelle dans ce pays. Ramtiam, maintenant on est en plein dedans, la crise politique ouverte, née de la fuite de Amadou. Maintenant la crise, elle peut plus être évitée. On est en plein dedans. Je ne sais pas, en fait, la crise, c'est pas que l'Assemblée se soit réunie. La crise, c'est qu'Ama Amadou n'est pas là. La crise, ce sont les raisons pour lesquelles il n'est pas là. C'est une crise politique, bien sûr, mais c'est d'abord une crise morale. Moi, je ne peux pas croire qu'un président de Parlement peut être coupable de trafic d'enfants, peut être coupable de falsification, d'établissement de faux documents d'état civil. C'est quand même ça la question. Et je crois que ça, au-delà, plus que la crise politique, c'est la crise morale, et puis ce que ça implique pour la gouvernance de l'Afrique, et puis de la part d'un pays qui a quand même toujours fait de bonnes élections, qui a une bonne société civile. C'est ça que moi je trouve extraordinaire. Célia Dalmeida. Crise morale, effectivement. Je complète ce que Adam Tam vient de dire. Non seulement il est accusé d'avoir, avec sa femme, volé des bébés, fait des faux papiers, mais en plus il s'est enfui. Il s'est enfui en laissant sa femme en prison, en ne faisant pas face à ce qu'on lui reprochait, sous prétexte que sa vie était en danger. Peut-être a-t-il raison, peut-être a-t-il tort. Mais je pense que, justement, en tant qu'homme politique, d'un homme de la carrure de Amma Amadou, il aurait dû, à mon entendement, rester et faire face à ce qui... comment on dit ça, ce qu'on lui reproche. Et peut-être que justement, il serait sorti d'ailleurs plus grandi, parce qu'on aurait pu peut-être d'abord le blanchir, mais aussi renforcer sa carrure sur la scène nationale. Mais aujourd'hui, de s'enfuir comme ça, je pense que ça a nettoyé tout ce qu'il a pu avoir comme acquis en termes de crédibilité, en termes de notoriété dans la politique nigérienne. S'il faisait la politique, si M. Amadou faisait la politique au Mali, sa carrière était terminée. Nous sommes dans un pays où il faut avoir le courage physique de ne pas fuir. Ça, c'est un. La deuxième chose, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'y a pas de session de l'Assemblée nationale. Et ce qui me frappe dans les images, dans le commentaire que nous venons de suivre, c'est que son parti ne se réunit pas, ou l'Assemblée, les bancs de l'opposition à l'Assemblée sont restés vides, pas parce que Amadou n'est pas là, mais parce que l'opposition estime qu'il avait convoqué, lui, la session de l'Assemblée à une date et que la majorité a décidé que ce soit une autre date. Je pense que c'est... Ensuite, pour terminer, lorsqu'on demande au président Amadou de dire, bon, écoutez, pour prouver votre bonne foi, vous allez faire un test. Comme on le fait, on fait un test en de paternité, un test. Il dit non, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ma religion me l'interdit. Soyons quand même sérieux. Il était la deuxième personnalité de l'État et il fuit de son pays comme il est parti. Moi, je trouve que son acte est tout à fait condamnable. Et vous avez vu, il a une certaine popularité sûrement au Niger, mais on n'a pas vu des centaines ou des milliers de personnes dans les rues en train de dire, mais non, qu'il revienne, que l'État a tort.
il va finir par revenir d'une manière ou d'une autre, où ils vont trouver une solution, mais il donne vraiment une mauvaise image de la politique nigérienne. Oui, récemment, il a accordé une interview à Africa, au cours de laquelle il dit ne pas fuir la procédure juridique. Il a juste voulu exporter le débat. Un homme politique, c'est le courage physique. Il a voulu exporter le débat en France. Si vous n'avez pas le courage physique, les journalistes ont le courage physique. Je vous prends un témoin pendant la transition, lorsque les capitaines bombardaient général, semaient la pluie et le beau temps ici, nous on était là. On avait peur parfois parce que Madame avait peur surtout, parce qu'on se disait qu'en sortant on allait les arrêter, mais on avait le courage de rester. Physiquement, il ne faut pas fuir. D'accord. Et il a fui physiquement. Serge, je suis témoin de certaines scènes où vous étiez réfugié dans votre armoire. Oui, mais juste ajouter par rapport à la fuite. Ces partisans parlent de repli stratégique. Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que en fait, parlementaire qu'il est, vous avez dit tout de suite qu'il a voulu transporter le débat en France. Il était parlementaire, il avait tous les moyens de faire ce débat dans le cadre républicain et de laisser la justice faire son travail. En fait. Ok, dernier thème de l'émission, fin vendredi dernier à La Haye, de l'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé. 4 jours durant, l'accusation et la défense ont présenté leurs éléments de preuve au juge de la chambre préliminaire. Novembre 2010. La Côte d'Ivoire est profondément divisée après l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo d'un côté, Alassane Ouattara de l'autre, chacun revendique sa victoire. Le pays sombre dans la violence. Plus de 3000 personnes sont tuées en un peu plus de 4 mois. Devant la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo, comparaît. L'accusation souhaiterait qu'il soit jugé pour crime contre l'humanité. Elle lui reproche d'avoir mobilisé des milliers de jeunes et de les avoir armés pendant la crise. Les éléments de preuve démontrent que M. Blé Goudé est criminellement responsable de la mort d'au moins 184 personnes. Charles Blé Goudé, de son côté, nie toute incitation à la violence. Je ne nie pas qu'il a mobilisé les jeunes par le biais de grands rassemblements qu'il a organisés pendant la crise. Néanmoins, il y a une différence très nette entre activisme public légitime et comportement criminel. Les juges ne diront que dans 2 mois si oui ou non Charles Blé Goudé sera jugé. Début septembre, dans le dossier de Laurent Gbagbo, ils avaient confirmé de manière définitive que l'ancien président, lui, aurait le droit à un procès à La Haye. Oui, Célia d'Almeida, Charles Blé Goudé, s'il est sur les traces de Laurent Gbagbo, ça va être peut-être un peu à sens unique, hein, ça va être comme une justice de vainqueur. Seul l'autre camp est inquiété, mais les pro-Ouattara, rien jusqu'à présent. Oui, mais justement, c'est ce que Blé Goudé a dit dans sa plaidoirie à la fin de cette session-là. Il a dit tout simplement que d'abord qu'il se considère comme victime et qu'il se permet de parler au nom de toutes les victimes et qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu des victimes que de ceux qu'on est en train de désigner et que dans l'autre camp également, qu'il y a eu des exactions, il y a eu malheureusement des centaines de morts. Donc je pense qu'effectivement, pour que cette justice-là, que tout le monde pointe du doigt aujourd'hui, retrouve vraiment ses lettres de noblesse, il est vraiment impératif qu'on se penche également. Il y a des rapports des organisations des droits de l'homme qui disent ce qui a été fait par l'autre camp. Il est vraiment important que la haie s'y penche aussi et qu'on fasse la part des choses. Mais ça va être difficile parce que justement, malheureusement, il y a encore beaucoup de politique derrière cette histoire. Ce qui a été fait par l'autre camp, précisément à Dieucoué, ça c'est un peu trop flagrant quand même, Baba Dakono. Absolument, absolument. Tout de suite, au début, on parlait de question de timing dans l'autre sujet sur lequel on a discuté. Là encore, il y a une question de timing. On est dans le cadre d'une réconciliation nationale. Je pense que la réconciliation nationale elle-même voudrait que justice soit rendue pour tout le monde. Mais moi, ce procès, je pense, doit être le procès, en fait, de tous les responsables africains. Moi, je pense que ce procès rentre qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé soit coupable ou pas, que les charges soient confirmées ou pas.
en Côte d'Ivoire, dans la crise post-électorale, il y a eu une violence où on a vu des jeunes qui sont allés à des limites qu'on ne pensait pas que les jeunes allaient franchir. Ça, c'est la conséquence de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le début des années 90, où la violence a été introduite sur le campus, avec l'introduction des machettes, la FESI qui était devenue une structure super puissante, super armée, et qui était derrière manipulée par des politiques à des fins politiciennes. Nous avons eu en 2010-2011 les conséquences en fait de cette violence introduite au niveau des jeunes en fait. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas écouté Blé Goudé tout à l'heure, mais bon, on a eu l'occasion de l'écouter ailleurs en direct à l'époque. Il commet une erreur. Il confond tribu. Il ne faut pas confondre tribune et tribunal. Vous savez, La Haye, c'est pas la rue d'Abidjan. La Haye, c'est pas être devant 2000 jeunes ou 40 000 jeunes en train de galvaniser la foule en criant vive le nationalisme, ah bah ceci. La Haye, c'est le droit qui se dit là-bas. Peut-être que tout le monde, d'autres éléments d'autres camps doivent se présenter là-bas, doivent être traduits devant la Haye. Mais s'il confond, à mon avis, si M. Blé Goudé confond tribune et tribunal, il va laisser sa peau, à mon avis. Adam Thiam, le dernier mot. Je pensais que son astuce, c'était de confondre tribunal et tribune. La tribune pour donner effectivement son argument politique, et de ce point de vue, effectivement, ce qu'il semblait dire simplement, c'est que les criminels ne sont pas à La Haye, mais à Abidjan. Mais ce que je crois, c'est que ce n'est pas, comme quelqu'un l'a dit, Blé Goudé n'est pas Martin Luther King, il est loin de là. Ce qu'il a fait pendant toutes ces années, on le voit aussi en écoutant un peu ce qui se passe présentement à Abidjan, les auditions de la commission réconciliation et justice, et c'est net que sa responsabilité est engagée, mais la responsabilité, la crise post-électorale ne peut pas être limitée qu'à lui, et ça, Fatou Bensouda l'a dit, quel que soit le bord, le tribunal va faire son travail et d'autres répondront, quoi qu'ils ne sont pas Blé Goudé. Et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Thiam du Républicain et de arawanexpress.com, Baba Dakono, juriste chercheur, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de Tabaski à toutes et à tous. À la semaine prochaine.